Bonjour à tous, bienvenue au Lumen, pour une nouvelle conférence du Design Spot. Nous accueillons aujourd'hui des étudiants d'AgroParisTech. Merci à tous d'être venus. Et nous accueillons aujourd'hui Benoît Christophe de l'agence ACT. Benoît a une approche très particulière du design. Alors il est architecte de formation, tu en parleras un petit peu plus, tu parleras un peu plus de ton parcours. L'idée là c'est de ACT, c'est des approches centrées utilisateurs. L'objectif c'est transformer les organisations. Et l'objectif également c'est la résolution de problèmes pour une transition sociale et environnementale. Donc nous, c'est des sujets qui nous tiennent vraiment à cœur au Design Spot, et je pense aussi à vous, étudiants d'AgroParisTech. Voilà, l'objectif aujourd'hui, c'est qu'il vous présente son approche, il va vous montrer des outils qu'il utilise au quotidien pour des clients, et puis plusieurs exemples. En tout cas, il y en a un sur la nourriture, qui traite de la nourriture. Plus d'alimentation et un sur le sujet de lutte contre le décrochage scolaire. Voilà. Voilà, deux sujets très, très différents, mais l'objectif ici, c'est justement de montrer que ces approches centrées utilisateurs peuvent s'appliquer à plein de domaines différents. Et j'espère que voilà, ça vous inspirera en tout cas dans vos projets. Benoît, je te laisse la parole. Et puis on se retrouve donc à la fin de la conférence pour des questions-réponses. Donc oui, j'allais oublier, mais n'hésitez pas à poser des questions en ligne. Benoît y répondra. Et également vous aussi qui êtes en présentiel. Voilà, n'hésitez pas à demander le micro pour poser des questions. Benoît, je te laisse la parole. Super. Eh bien, bonjour à tous. Donc, comme introduit, je m'appelle Benoît. Je suis architecte de formation. J'ai travaillé en agence et puis je me suis rapidement rendu compte que j'étais plus attiré par la compréhension des humains dans les bâtiments que les bâtiments eux-mêmes. Donc je me suis réorienté après 6 ans d'études vers les sciences sociales et à ce titre j'ai étudié puis enseigné l'innovation centrée sur l'humain à l'école des ponts et chaussées et à Stanford aux États-Unis. Et j'ai eu l'occasion d'encadrer pendant 4 ans des projets d'innovation avec 4 étudiants en France, 4 étudiants à Stanford. Et un des projets que je vais vous montrer est un projet qui a été conduit par des étudiants. Fort de ces expériences, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait des projets d'innovation qui fonctionnaient et d'autres qui ne fonctionnaient pas et qu'on n'était pas capable d'expliquer pourquoi. Et j'ai commencé à me dire qu'il y avait quelque chose qui se cachait dans l'invisible, dans la culture des organisations qu'il fallait appréhender si on voulait mener à bien nos projets. Et à ce titre, je me forme depuis 8 ans à la grande famille de la sociologie des organisations dans des approches assez systémiques de l'école de Palo Alto et autres. Et alors, un des premiers projets que j'ai mené, c'était un projet pour l'Aper Saint-Gobain qui avait pour objectif de réinventer la cuisine adaptée aux personnes âgées. Dans les approches de design centré utilisateur, la première étape, c'est d'aller sur le terrain pour voir, comprendre les enjeux des personnes pour qui on cherche à innover. Et on a retrouvé systématiquement nos grands-mères pliées en deux dans la poubelle pour éplucher une gousse d'ail et 2 oignons, puis au moment de se relever, dire « Ah mon Dieu, la terre est basse ». Alors là, on voit les mains de Jacqueline sur cette photo et on lui dit « Jacqueline, pourquoi vous faites mal au dos comme ça ?» Jacqueline répond « Non, c'est plus simple. » D'accord, en quoi c'est plus simple, Jacqueline ? « Oh, ça fait moins de fourbi. » D'accord, mais qu'est-ce qui fait moins de fourbi ? Je ne salis pas le plan de travail, pardi. Oh. Et en quoi c'est un problème de salir le plan de travail, Jacqueline ? Et là, Jacqueline réfléchit, elle dit « À vrai dire, j'aime pas toucher l'éponge qui pue. » Donc on part d'un problème de poubelle. Quand on pose la question à Jacqueline, qu'est-ce qu'il vous faudrait ? Jacqueline répond, vous savez les garçons, ce qui serait super, c'est d'avoir une poubelle plus haute, comme ça j'aurais pas à me baisser. Et puis quand on creuse, qu'on tire le fil, on se rend compte que le problème est un problème d'éponge. Alors il se trouve que l'Aper, il fabrique des plans de travail et des meubles de cuisine. Ils n'avaient pas vraiment l'intention d'ouvrir une nouvelle usine d'éponges non odorantes. Et donc il a fallu trouver une solution à l'intersection des besoins de nos utilisateurs et des savoir-faire techniques de l'Aper et de son business model, quoi. Et on a abouti sur la création d'un truc qu'on a appelé un plan de travail humide, une sorte de douche à l'italienne posée sur le plan de travail où quand on étale une pâte à tarte, plutôt que d'avoir la farine qui fait du plâtre dans l'éponge, on évacue tout d'un coup de douchette. Et donc, Tim Brown, un des fondateurs du design thinking aux États-Unis, définit les approches du design thinking comme étant une approche qui utilise les outils et la sensibilité des designers pour trouver des solutions innovantes à l'intersection de ce qui est désirable, on rentre par la porte de l'humain, faisable techniquement et viable.
est le viable dans la représentation West Coast américaine, c'est plutôt viable financièrement, mais c'est très intéressant de regarder cette viabilité de manière globale en intégrant les dimensions plus écologiques. Alors si on fait juste un petit pas de côté pour se redire quelles sont les différentes manières de concevoir des solutions, on peut concevoir les solutions sans les bénéficiaires, à la manière d'un inventeur. Le concours Lépine regorge de solutions qui ont été conçues par le génie de ses créateurs. C'est ça. On peut concevoir les solutions pour les bénéficiaires, et on pourrait même corriger en disant les parties prenantes d'un sujet, mais le mot partie prenante fait un peu plus intello, donc je vais les garder bénéficiaires. Et les approches de design centré utilisateur en sont un très bon exemple. On peut concevoir avec les bénéficiaires en facilitant ce processus grâce aux outils de l'intelligence collective. Et enfin, on peut amener les bénéficiaires à concevoir des solutions par eux-mêmes. Et souvent, en fait, ça sous-entend de reprendre du pouvoir sur ce qui les en empêche. Et donc, on peut accompagner ça grâce à des approches de coaching organisationnel. La demande était de vous présenter des approches de design, de produits, de services, un peu le fondement théorique. Donc, je vais d'abord vous présenter un projet qui parle de cette conception pour les bénéficiaires. Et puis, dans un deuxième temps, on regardera le avec elle part. Et donc, juste pour repréciser, Benoît, donc l'agence ACT va penser, donc va penser le design, c'est le design thinking. Ouais. Et par contre, le faire, l'acte de faire, je pense que ce serait pas mal aussi après. Tu nous présentes comment c'est mis en forme et comment tu passes le relais, je pense, sur la mise en forme. Tout à fait. Ça tombe bien parce qu'il y a une section. C'est pas concerté, Parfait. mais Parfait. Vraiment, on dirait que c'est un numéro de claquette qui a été répété. Donc, je vous présente un projet qu'on avait mené quand j'étais enseignant à l'école des Ponts et Chaussées. C'était Nestlé avec 3 de ses marques, Nestlé Dessert, Maggi et Herta. Et on avait un groupe d'étudiants en France et un groupe d'étudiants aux États-Unis. Et donc, ce projet, il a été initié avec les étudiants. Et puis, une fois qu'ils sont partis, on a continué le projet sur l'agence. Et du coup, je vais vous présenter cette approche en m'appuyant sur le modèle du double diamant du British Council qui a émergé en 2005, que j'aime bien parce qu'il est assez visuel. Le double diamant, c'est parce qu'on retrouve justement ce côté divergence, convergence, divergence, convergence. Et je vais structurer ma présentation sur ce modèle-là pour que ce soit plus facile à suivre. Donc la question initiale qui nous était donnée, c'était de réinventer un ensemble d'aides culinaires pour les millennials. Donc les millennials, c'est les jeunes, quoi. Avec les marques Maggi, Herta et Nestlé Dessert. Et donc à chaque fois, on a des questions qui sont assez larges. Et tout l'enjeu de l'approche est de réussir, en partant sur le terrain, à comprendre des éléments et à pouvoir synthétiser tout ça. C'est la journée portes ouvertes. On va avoir quelques perturbations sonores. Du coup, on avait... Attendez, je vais peut-être attendre le passage du bus scolaire, parce que je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez toujours ? Ok. Ouais ? Ok. Donc, il y avait 4 grands éléments contextuels à cette mission. Le premier, c'est une évolution des modes de transmission de la cuisine, où on est passé d'une transmission assez verticale, où on apprenait à cuisiner avec nos parents, à une transmission beaucoup plus horizontale, où les gens apprennent de pair à pair, Marmiton en étant un très bon exemple. On a aussi une évolution des modalités de cuisine pour passer d'une cuisine traditionnellement mijotée, le bœuf bourguignon, la blanquette de veau en étant des symboles à la française, vers une cuisine beaucoup plus d'assemblage, la quiche en étant un très bon exemple. En fait, j'ai une pâte, j'ai un liant et puis je vais choisir une protéine, un légume, un fromage. Mais en fait, on est dans une logique d'assemblage. Enfin, vous n'êtes pas passé à côté un accroissement du food bashing pour les grandes marques qui les pousse à se réinventer, à être plus vertueuses et transparentes. Et puis, une intégration toujours croissante du digital, que ce soit dans l'inspiration culinaire, les recettes, que dans le shopping, mais aussi dans la cuisine elle-même, où en fait, avec tous les robots de cuisine, on se retrouve avec un accompagnement digital de l'acte de cuisiner.
Donc, vous l'aurez compris, la première étape dans notre approche, c'est d'aller sur le terrain pour voir, sentir, comprendre les besoins des personnes pour qui on veut innover. Donc, dans ce projet, c'est plus de 50 heures de recherche ethnographique qui ont été réalisées. Et le mot recherche ethnographique peut être un peu technique et du coup, je trouve que cet exemple l'illustre très bien. Alors, ce que j'aime bien faire avec les étudiants, c'est la première fois qu'ils partent sur le terrain mener un entretien et de l'observation, je leur dis posez une question vague. Et donc la question vague par excellence, c'est que mangez-vous d'habitude? Et donc là, on était reçu par un jeune couple dans le 9e qui faisait du marketing digital, tout ça. Et donc, il leur pose la question, comment mangez-vous d'habitude? Alors là, les gens répondent, ah mais nous, on fait super attention, on mange des salades, du cœur de bœuf, on adore le quinoa. L'outil de recherche ethnographique par excellence, c'est qu'as-tu mangé hier soir? Et là, le mec répond, ah, il y avait un match, j'ai mangé une pizza. Ok, le soir d'avant, alors, ah, il y avait un after work, on a bouffé un burger. C'est pas grave, le soir encore d'avant, ma copine n'était pas là, j'ai pris un Uber Eats. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que la personne entend quand on lui dit « qu'as-tu mangé d'habitude ?» Elle entend « est-ce que je suis quelqu'un de bien ?» Et elle veut paraître quelqu'un de bien. Et il se trouve que j'ai une tête de quinoa. Donc, on sert du quinoa à manger. Et tant qu'on n'a pas compris que toutes les réponses qu'on obtient sont conditionnées socialement, alors on est condamné à manger du quinoa toute sa vie. Et donc, la recherche ethnographique, elle est là pour contourner cette programmation sociale. Et c'est pour ça qu'on va sur le terrain, qu'on ne se contente pas de mener des entretiens. Et un autre exemple, pour toujours la cuisine adaptée aux personnes âgées, un jour on va prendre le thé chez une dame qui s'appelle Martine. Et puis au moment de servir le thé, Martine met le doigt dans la tasse, sert le thé, puis au moment où le thé lui brûle le bout du doigt, elle arrête de servir. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je regarde, Martine ne porte pas de lunettes, je me dis Et je lui dis, Martine, est-ce que vous avez des problèmes de vue par hasard? Non, pourquoi? Non, je ne sais pas, mais des fois, les gens à 85 ans ont des problèmes de vue, il ne semblerait pas que ce soit votre cas. Ok, je vais dans la cuisine et là, je trouve du scotch de peintre sur le lave-vaisselle avec écrit programme Echo en énorme, du scotch sur le micro-ondes, programme Quick Stop. Je me dis, Martine se fout de ma gueule. Et je réinterroge Martine et impossible d'avoir une réponse. Et c'est que quelques jours après, en interviewant sa fille, que je comprends ce qui s'est joué. En fait, il lui avait imposé des lunettes à foyer progressif. Martine s'était pris les pieds dans le tapis, fracture du col du fémur, 6 heures sur le sol, 2 mois de rééducation. Elle ne voulait plus en entendre parler. Et donc, ce schéma parle très bien de ce qu'on essaye de déceler quand on va sur le terrain. C'est-à-dire qu'ici, on a quelqu'un qui nous dit « non, j'ai pas de problème de vue ». Dans l'action, on a un comportement d'aveugle adapté. Dans la pensée, pourvu que je ne sois pas démasqué. Et dans le cœur, dans le ressenti, oh mon Dieu, ce traumatisme que je ne veux pas revivre. Et donc, c'est pour ça qu'on va sur le terrain pour confronter ce que les gens disent avec ce que les gens font pour obtenir une information plus sensible sur ce qui les motive profondément dans l'existence. Alors, pour notre sujet Nestlé, on va sur le terrain et on découvre des trucs complètement improbables. Alors, on a plusieurs images comme ça de gens qui ouvrent les cubors avec les dents pour être sûr de ne pas avoir à toucher. Vous voyez ce que c'est le cubor, ce bouillon de bœuf déshydraté, ça a eu un succès fou il y a un siècle. Et des gens qui le stockent au frigo. Et quand on demande pourquoi vous le stockez au frigo, c'est pour éviter qu'il prenne l'humidité et qu'il ait un aspect où il est un peu reluisant de gras, il est du coup vachement moins sympa et il durcit. Et pourquoi ça les intéresse qu'ils ne durcissent pas? C'est parce qu'on a vu plein de gens prendre les bouillons et les écrabouiller pour les utiliser comme un exhausteur de goût sur la salade ou sur les trucs comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et puis, bien sûr, le caractère très, très suspicieux des personnes vis-à-vis de l'aliment déshydraté, où ça n'inspire pas vraiment confiance, des fois à juste titre. Et en fait, une des premières découvertes importantes qu'on a fait sur le terrain est incarnée par cette verbatim qui est « le plus important pour moi, c'est que quand je fais un plat thaï, c'est le goût du thaï ». Avec des représentations, des marqueurs de goût, où en fait on va retrouver le gingembre, le lime et des marqueurs de goût assez typiques de c'est quoi un plat thaï. C'est quoi un plat indien? En fait c'est le marqueur du curry et ainsi de suite. Et donc notre premier apprentissage, c'est qu'en fait quand les utilisateurs utilisent des aides culinaires, ils cherchent à ce que c'est le goût qu'ils attendent à avoir. Et du coup, fort de ces différents constats, on a commencé à imaginer alors d'abord un packaging différent pour sortir le cubord sans avoir à
à le toucher. Et puis, on a imaginé des pâtes qui étaient des pâtes naturelles. Alors, notre travail de recherche est venu en fait, au même moment où l'équipe R&D de Nestlé était en train de sortir ce produit-là. Donc, on a fait juste valider leur hypothèse. On était un peu déçus. Mais bon, on ne s'était pas trompé. Où ils sortaient en fait une gamme de purées d'aromates avec des marqueurs de goût très clairs. Et ça, Benoît, du coup, c'est les outils que tu vas donner à ces entreprises. Qui va s'en emparer? C'est plutôt le marketing, c'est plutôt les designers, tu dis les Alors, équipes R&D? Là, en l'occurrence, dans cette mission, on était dans du design pour, c'est-à-dire qu'on n'avait pas impliqué les parties prenantes dans la résolution du problème, parce que ce n'était pas la commande, c'est on vous sous-traite un processus d'innovation. Et je vous l'exprimerai après, je trouve que c'est très limité à partir du moment où on est sur des sujets de transition sociale et écologique. On a besoin que les parties prenantes bougent, et donc cette logique de sous-traitance de l'innovation ne me semble pas très efficace pour atteindre les objectifs qu'on a à atteindre. Et donc, le cadre de cette mission était que nous, on développait une innovation pour eux et nos interlocuteurs étaient plutôt le marketing. Dans ces grandes boîtes, c'est souvent le marketing qui s'empare de ces sujets. Et d'ailleurs, ce que je vous décris là est quand même très customer-centric, quoi. Voilà. Mais maintenant, de plus en plus, nos clients sont des RH, sont des directions de la stratégie ou du changement ou des choses comme ça. Et donc, en parallèle de cette... ça répond à la question. Très bien. Ouais. En parallèle de notre travail de recherche terrain, on a fait une petite revue de la littérature, et en particulier sur les enjeux de santé publique liés à la mauvaise alimentation des millennials, qui apparaissent de plus en plus corrélés avec la nourriture ultra transformée. Et donc, pour comprendre les freins et les leviers à l'adoption d'une cuisine moins transformée, on a élargi notre perspective et on a regardé l'expérience de la nourriture dans sa globalité, pour essayer de faire émerger des opportunités d'innovation. Et donc, quand on va sur le terrain, on découvre des dizaines, voire des centaines de choses. Et on ne peut pas résoudre tous les problèmes un par un. Et l'idée, c'est un peu comme en acupuncture, c'est où est-ce que je vais planter l'aiguille pour espérer que ça irradie sur le reste du système. Et c'est tout cet enjeu de cette deuxième phase de convergence, c'est de se dire où est-ce qu'il faut appuyer pour dénouer le nœud ou avoir un effet systémique. Et donc, ça, c'est un outil qui est un grand classique des approches de design centré utilisateur. C'est ce qu'on appelle la courbe d'expérience. On a ici le temps, et puis sur l'axe vertical, on a le niveau de satisfaction des personnes. Et donc, cette courbe, c'est la synthèse de plus d'une trentaine de courbes réalisées avec des utilisateurs. Et on commence à voir émerger que, contrairement à ce qu'on imaginait, le problème n'est pas tant le fait de cuisiner en se disant bon, ça prend du temps, c'est chiant, on ne sait pas faire, que la frustration au moment de faire les courses et que ça dialogue avec la phase d'inspiration. On s'est rendu compte d'un point de vue statistique que les gens utilisent des applications de recettes majoritairement pour des événements. Je reçois un ami, j'organise un temps un peu spécifique. Mais que la cuisine du quotidien était peu ancrée dans je prends la recette, j'achète exactement la liste d'ingrédients et ainsi de suite. Et en fait, ça s'explique simplement par le fait que tu as prévu de faire des tacos, tu achètes tous les ingrédients et il n'y a plus d'avocats ou les avocats ne sont pas mûrs. Ça génère une frustration et une nécessité de pivoter dans son projet dans le supermarché qui est particulièrement pénible, surtout dans des endroits où il n'y a pas Internet. Comme ici, je crois. Et donc, on s'est rendu compte d'un truc, c'est que les personnes qui savent bien cuisiner s'inspirent face aux produits, de la même manière que les gens qui pratiquent les marchés du samedi ou du dimanche regardent ce qu'il y a. En ce moment, c'est les asperges. En fait, les gens construisent leur menu autour des ingrédients qui sont soit de saison, soit chez les étudiants en solde. Parce qu'on n'est pas on sait bien que la question du pouvoir d'achat pour les étudiants en France n'est pas toute rose. Donc on avait beaucoup de personnes qui se dirigeaient en premier lieu face aux rayons des trucs qui vont bientôt périmer et ils élaboraient leurs recettes autour. Mais ça nécessite un savoir-faire. Et puis d'autres qui disaient, en fait, à chaque fois, je pars en me disant que je vais tester quelque chose de nouveau et je finis par refaire le même plat, pizza ou pas de pesto.
Et donc, on avait des gens qui exprimaient leur frustration de dire, mais en fait, ma grand-mère, elle fait un rôti de porc au pruneau qui est incroyable. Là, il y a du rôti de porc en solde, mais en fait, je ne suis pas capable, je ne suis pas assez bon en cuisine pour élaborer et faire ma liste de courses en fonction de ça. Et donc, on a commencé à se dire qu'il y avait un enjeu, en particulier, au moment des courses, parce que nos utilisateurs s'inspiraient face aux produits. Le deuxième constat qui était déjà évoqué en introduction, c'est la logique de cuisine d'assemblage. On a des personnes qui construisent leurs recettes autour d'ingrédients clés et malgré ce qu'on pourrait penser dans l'évolution de la cuisine, qui reste majoritairement autour d'une protéine. C'est-à-dire je vais d'abord avoir une protéine, un pavé de saumon, un steak, un machin, et vient se construire autour une recette. Et même chez des personnes végétariennes, on s'est rendu compte que malgré ce qu'on pouvait penser, c'est la même chose. En fait, ok, j'ai un bout de tofu fumé, comment j'élabore autour. Et donc, on a des utilisateurs qui cherchent une expérience combinatoire et créative. Et le créatif, il est hyper important parce qu'il faut que les personnes puissent exprimer leur petit libre arbitre. Vous aviez vu au début, ils saupoudraient leur cubord émietté. C'est un peu leur trick, la sauce magique, quoi. Et il y a celui qui va mettre du boursin dans l'appareil de sa quiche. C'est cette notion de j'apporte ma pâte à la recette. Une découverte complètement surprenante, un peu antinomique avec la question du pouvoir d'achat, des personnes qui faisaient leurs courses uniquement au rayon bio, non pas par conviction, mais parce que tous les produits sont au même endroit et parce qu'il y a moins de choix. Et donc en fait, on avait des personnes qui n'en peuvent plus d'être dans le rayon avec les 70 références de yaourt et qui cherchent une expérience d'achat simplifiée dans le processus de choix. Et donc, fort de tous ces apprentissages du terrain, on a reformulé notre brief initial en comment pourrions-nous aider les personnes à construire leurs recettes dans le supermarché autour d'ingrédients inspirants. Ce qui est important de mentionner, c'est que ça nous prend 70% de notre temps. Trouver quelle est la bonne question, c'est ce qui est le plus difficile. Et une fois que la question est bien posée, alors c'est facile d'y répondre. Alors ça s'appelle la question, ça, comment s'appelle cette phrase? Je pense qu'elle est cruciale autour de votre projet. Alors, en anglais, ça s'appelle le « How might we ». C'est la reformulation du brief initial. C'est le reframing, disent les Anglais. Ouais. Et donc ensuite, une fois qu'on a cette question, on rentre à nouveau dans une phase de divergence où là, on va faire appel à différents outils de créativité. Alors vous connaissez tous le brainstorming, mais il en existe au moins une quinzaine de différents de brainstorming. Et là, on a engagé les gens de chez Nestlé dans d'autres projets. Dans le design avec et le design par, on va engager toutes les parties prenantes dans le processus de résolution. Et donc, on a d'abord commencé à imaginer des tas de choses autour des produits. Il y a un truc qui est intéressant chez Nestlé, c'est qu'ils ont quasiment tous les ingrédients pour pouvoir réaliser les plats best-sellers chez les jeunes, c'est-à-dire les pizzas, les pâtes, les quiches, les lasagnes et ce genre de choses. Il leur manque que les références fromagères. Et on a commencé à imaginer une base blanche et une base rouge pour imaginer toutes les combinatoires. C'est-à-dire que je peux acheter une pâte à pizza, une lasagne ou une quiche. Je peux avoir une base blanche que je vais associer à une protéine, qu'elle soit des dés de jambon, des dés de lard, des dés de tofu, et ainsi de suite. Et puis je l'évoquais en introduction, on avait aussi imaginé des mix qui viennent donner un marqueur de goût. Et on avait associé ça à repenser l'expérience d'achat dans quelque chose qui soit respectueux de cette découverte, du besoin de s'inspirer face à l'ingrédient, mais aussi du besoin de pouvoir ajuster en fonction de ses goûts. Et donc là, typiquement, c'était ce qu'on appelle un prototype. Les Anglais appellent ça les prototypes quick and dirty, qu'on évite de traduire en français parce que rapide et sale, ça ne fait pas très glam. Et donc, on avait par exemple ici toutes les bases. Donc, on retrouvait la pâte brisée, la pâte feuilletée, la pâte à lasagne, la pâte à pizza, et donc la personne se saisissait d'une pâte brisée pour faire une quiche, et ça venait lui faire un trajet lumineux lui proposant une quiche saumon brocoli par exemple. Et il disait non, moi j'aime pas le saumon, je vais plutôt prendre le lard, et hop, le chemin lumineux se réorganisait pour dire attends, le lard sera meilleur avec du comté et un twist forestier. Là, ça veut dire que quand vous imaginez des systèmes comme ça, on va dire vite fait, bien fait, ouais. pour pas dire quick and dirty, ça veut dire que… C'est mieux comme traduction, ça. Voilà, typiquement, là, Nestlé n'aura pas forcément la main
pour mettre en scène cette solution-là Tout à fait. dans un magasin. Ouais. Alors, il y a 2 choses à prendre en considération. C'est que le prototype, il est avant tout là pour savoir si on se pose la bonne question. C'est-à-dire que, est-ce que notre question qu'on avait reformulée ainsi est bel et bien la bonne question ? Si ça se trouve, en fait, on se plante complètement. Réinventer une gamme d'aides culinaires, ce n'est pas à cet endroit-là qu'il faut agir. Et donc, le prototype nous permet de vérifier est-ce qu'on se pose la bonne question. Et ensuite, il sert à se dire est-ce que la réponse qu'on y amène répond à la question qu'on se pose. C'est l'idée de se tromper le plus vite possible. C'est ça, ouais. Ouais. D'ailleurs, dans cet espace-là, parce que ça, c'est à Stanford, il y avait un énorme panneau à l'américaine. C'est Fail soon to succeed early. Voilà. Non, je rigole, j'y crois un peu quand même. Et donc, une fois qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai enjeu autour de l'expérience de vente, alors on a demandé à Nestlé d'intégrer un partenaire et Carrefour est monté à bord. Et la suite du projet s'est fait en partenariat avec Carrefour. Et donc, le truc, c'est que ça, en termes de retail, je ne vous raconte pas le désastre. Il faut pas se mentir. Et donc, on s'est demandé comment on peut adapter les concepts derrière ce prototype à la réalité du quotidien d'une grande surface. Avec en tête, comme boussole, l'idée d'injecter en supermarché la qualité de conseil qu'on peut avoir auprès d'un boucher ou d'un primeur. C'est-à-dire que cette personne qui est dépourvue face au rôti de porc en solde, quelle qualité de conseil je peux lui amener à ce moment-là pour qu'elle puisse construire sa recette de rôti de porc au pruneau comme chez sa grand-mère. Et donc, pareil, une fois qu'on a ouvert l'entonnoir, on va essayer à nouveau de le resserrer. Et là, on a structuré l'expérience autour d'un modèle qui est assez connu, qui s'appelle le 5E du Customer Journey. Et donc, la phase on-tie, c'est comment on est attiré dans l'expérience, comment on rentre dans l'expérience, comment on est engagé, c'est-à-dire qu'est-ce que je vis au cœur de l'expérience qui a été conçue pour moi, comment je sors de cette expérience et comment j'y reviens. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les processus, on s'intéresse souvent, surtout quand on est ingénieur, on s'intéresse au cœur du réacteur, quoi. C'est là que je suis embauché pour bosser, quoi. Et si on regarde dans tous les processus humains, que ce soit des rites de passage, la question de comment je rentre et comment je sors d'une étape est symboliquement fondatrice pour l'expérience. Comme dans un projet, quoi. Enfin, quand Voilà. on rentre dans un projet. Et c'est comme une relation amoureuse. La manière dont commence une relation amoureuse, il y a des études qui montrent qui se joue dans les 2 premiers jours, ce qui va se jouer potentiellement derrière. Et puis, il y a encore plus loin qui est comment on attire les personnes. Et il y a un truc particulier dans les supermarchés, c'est ce qu'on appelle les effets cockpit ou les effets tunnels. On peut mettre une énorme borne, des écrans de la taille de celui-là, les gens passent à côté, elles ne le voient pas. Parce qu'il y a un surplus d'informations. Et donc, il y a un truc où Carrefour avait mené tout un projet de digitalisation de ses points de vente avec beaucoup de difficultés parce que face à cet effet tunnel, les gens ne voient pas qu'ils proposent une expérience complémentaire. Alors, un petit storyboard qui est quand même la manière la plus rapide de tester son idée auprès des utilisateurs, en tout cas la plus économique en énergie. Et donc, on avait imaginé une borne où les produits en solde étaient rentrés par le personnel du supermarché. Et donc, on imagine qu'on a notre utilisateur qui erre dans les rayons du supermarché à la recherche d'inspiration, qui, par exemple, achète un gros bout de jambon et puis demande au boucher comment je peux cuisiner ça. Et puis, le boucher, alors ce qu'il faut savoir, c'est que je rajoute ça comme information, mais il y a un énorme enjeu dans la mutation des grandes surfaces où l'expérience d'acheter sa viande sous barquette n'est pas forcément la plus contemporaine qui soit. Et aujourd'hui, où il y a cette migration des grandes surfaces vers ce qu'ils appellent les food court ou food yard, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et donc, vous voyez, les Monoprix Paris Intramuros en sont des bons exemples. On a le coin des fromagers, le coin de la poissonnerie et qu'offre une expérience d'achat plus contemporaine. Le problème, c'est la formation du personnel où derrière les comptoirs, ils ont un mal fou aussi à pouvoir recruter des personnes compétentes qui, en plus du CAP boucherie, ont un CAP restauration et savent donner un conseil de qualité. Et donc,
L'idée là pour faire face à cet effet tunnel était de créer un lien humain au moment de l'achat pour pouvoir inviter la personne à aller sur la borne. Et là, plutôt, je vous rappelle comment on rentre dans l'expérience. Vous vous souvenez peut-être des balances à légumes où on passait 15 plombes à chercher quel était le légume. Bon, bah là, on flash le QR code du produit et tout de suite, on rentre en interaction avec l'outil qui dit bon, bah, tu as plutôt envie de manger un truc thaï ou plutôt d'inspiration indienne. Et à travers une suite de questions bien formulées, la personne pouvait concevoir une recette qui lui ressemble, voyait la recette en résumé avec la suite de sa liste de courses, pouvait compléter ses courses, passer en caisse avec potentiellement un système de fidélisation, ainsi de suite. Et une fois chez lui, pouvait récupérer sa recette via le QR code et ça change de nos habitudes. Et donc, en tant que designer, on dépasse juste la notion de concept et on va le réaliser. Et donc là, derrière, vous avez un écran tactile d'ordinateur collé derrière une planche découpée à la scie sauteuse, un logiciel qui n'est pas du tout robuste mais qu'on a codé en 2 demi-journées pour pouvoir proposer une expérience qui permet de commencer à se projeter dans est-ce que ça a du sens pour les personnes. Et là, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que voilà, vous avez pris donc, cette solution-là, enfin testé cette solution-là, mais tu as parlé aussi mais je pense que tu en parleras plus tard, plein d'autres éléments comme la formation aussi des vendeurs qui peut être aussi une solution parmi d'autres, quoi. Complètement. Complètement, en fait, c'est de se dire qu'à chaque fois, on est dans une arborescence où on se dit, bah, en fait, là, il y a cette solution de borne qui a émergé parce qu'on n'avait pas assez on va dire, de bras de levier avec Carrefour et puis qu'il y avait plein d'autres contraintes qui s'appliquaient sur le projet. Mais effectivement, un autre chemin, c'est de mettre des humains dans le supermarché, de les former et d'accompagner ou de changer la signalétique ou ainsi de suite. Et qui a choisi de tester cette solution-là ? Bah là, c'était un projet mené avec les équipes marketing de Nestlé qui avait aussi des enjeux ou des croyances sur quelle était une solution. Parce que je me projette par rapport à des projets que vous avez en tant qu'étudiant AgroParisTech, c'est que vous n'avez pas souvent le client final qui est en direct, qui vous a commandé l'étude. Vous avez beaucoup, j'imagine, des projets que vous définissez vous-même. Et c'est vrai que des fois, on a besoin d'avoir un client qui oriente. Mais à la fois, c'est une chance aussi d'être étudiant et puis de pouvoir faire aussi. Parce que la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui fait qu'on choisit tel ou tel projet ? Et je pense qu'il y a une bonne raison. Et quand on est étudiant, c'est le moment de le faire. C'est parce que ça nous plaît, parce que ça nous donne envie et parce qu'on a envie d'aller vers ça. Et puis, c'est aussi donner une intention, une impulsion sur des choses qui, après, vous serez très contraint en entreprise et ce ne sera pas forcément, on peut aller sur des idées un peu utopiques dans ces moments-là, qui ne seront peut-être pas forcément le cas plus tard. Ça, c'est sûr. La liste de contraintes, juste dans le quotidien, dans le nettoyage des surfaces, on ne se rend pas compte, mais des risques, si la borne se retourne, la quantité de contraintes pour arriver à, j'ai envie de dire, à un truc aussi simple que ça est finalement très surprenante, quoi. Je vais répéter la question parce que non, on a un micro. Ce sera. Ça veut dire que dans la situation dans laquelle vous étiez là, au niveau du paramétrage, la personne arrive avec son scan, son téléphone là, de produit. Ça veut dire que quand vous disiez derrière, elle ressort avec sa recette, tiens, le film, voilà. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de paramètres qui sont pris en compte, dans le sens où je suis de ce soir, j'aime tel produit. Donc ça veut dire qu'on y passe du temps devant le logiciel pour répondre, pour rentrer des données qui vont nous sortir la recette qui est la plus adaptée possible à ce qu'on a envie de manger. C'était ça, ouais. On s'était rendu compte qu'il y avait 3 questions un peu basiques et après les gens pouvaient se créer un profil s'ils voulaient. Mais moins les gens venaient donner de la donnée sur eux, plus ils étaient enclins à rentrer dans l'expérience. Donc le parti pris était de dire, en fait, les gens n'ont pas besoin de s'identifier avec un profil sur lequel on pourrait nourrir des informations comme j'ai quoi comme accessoire culinaire à la maison. Parce que si j'ai pas de four, je peux pas faire de muffins. Alors, cet exemple, vous l'aurez compris, quand on parle de design thinking, on ne parle pas de ça. On parle de design au sens anglo-saxon, c'est-à-dire concevoir. On parle de urban design, de graphic design et ainsi de suite.
Et donc l'exemple que je viens de vous présenter là, c'est un exemple d'approche de design pour les gens, c'est-à-dire où c'est quand même des experts qui vont sur le terrain. Certes, ils s'intéressent aux besoins des gens, mais ensuite ils retournent chez eux et concevoir des solutions en chambre. Et en fait, ça pose pas mal de questions éthiques parce qu'on peut utiliser cette compréhension de l'humain, de ses besoins, à des fins assez variées. Et donc, si l'intention n'est pas juste, ça peut être mis au service de projets plus ou moins vertueux. Et puis d'autre part, moi, la conviction que je me suis forgée avec le temps, c'est que cette approche, à elle toute seule, est rarement suffisante pour aborder des sujets où la complexité est sous-jacente, comme dans les sujets de transition sociale et écologique. Et pour comprendre la notion de complexité, moi j'aime bien le modèle ciné-fin de Dave Snowden, où on voit sur l'axe horizontal la complexité dynamique. Il nous dit que les causes et les effets sont éloignés dans le temps et dans l'espace. Et puis sur l'axe vertical, la complexité sociale, la diversité des opinions et des intérêts. Et à l'intersection des deux, ce qu'il appelle la complexité émergente, un futur de plus en plus imprévisible. Donc vous avez probablement déjà entendu parler du modèle VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu, qui a été remplacé récemment par le modèle BANI, qui est encore plus déprimant que le modèle VUCA. Et ces modèles, du coup, ça permet de définir ça dit qu'on est dans un monde aujourd'hui où on ne peut plus appliquer les mêmes règles de conception de solutions parce que par nature, il est volatile, incertain, complexe, ambigu. Et ça a été théorisé, du coup, Bob Johansson, mais ok, voilà. Et en fait, Dave Snowden, il fait des répartitions de zones. Et il dit, en fait, là, on est dans le simple, dans le compliqué, dans le complexe et dans le chaotique. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, par exemple, faire voler un avion, contrairement à ce que vous pourrez penser, c'est compliqué, c'est pas complexe. Pour deux raisons. C'est qu'en fait, les gens qui sont dans l'avion ou qui sont dans la tour de contrôle sortent plus ou moins tous de la même école, ont tous plus ou moins la même culture et surtout, ils sont tous connectés à un objectif commun, c'est arriver en vie. Et leurs motivations sont parfaitement alignées. Et puis un avion, sur cet axe-là, en fait, certes, c'est compliqué. Tu appuies sur un bouton, il se passe des tas de trucs, il y a des tas de boucles de rétroaction. Mais dans 99,99% des cas, on est capable de prédire pourquoi ça marche ou pourquoi ça ne marche pas. C'est un modèle d'analyse linéaire. Par exemple, la pédagogie, on est tout de suite ici. Parce que je vais dire quelque chose à un jeune, et je ne sais pas pourquoi, 3 ans plus tard, un truc va germer dans sa tête et ça va changer sa vie. Et ça, c'est complètement imprévisible en termes d'action-réaction. Faire tourner un service d'oncologie, on est dans le complexe. C'est-à-dire que le chemin du médicament est hyper complexe, hyper compliqué. Produire une poche de chimio pour qu'elle arrive à la bonne température au lit du patient avec le bon niveau de sécurité, que ce ne soit pas trompé de traitement, quoi, dans un environnement où il y a 3000 salariés et 3 km à parcourir dans l'hôpital, il faut que ce soit bien chronométré. Et sur cet axe-là, on a 4 cultures de travail qui ne parlent pas la même langue. On a des infirmiers-infirmières, des pharmaciens, des médecins-oncologues et des gens qui font de la cotation d'actes, qui disent cet acte rentre avec tel code dans la machine. Et c'est des gens, leur motivation profonde est différente. Et les patients, du coup, ils ne rentrent pas dans... Dans le processus, c'est vrai qu'on pourrait mettre le patient, mais le patient, il n'a pas de... Bien sûr, il est au centre, il est censé être au centre de l'attention de tout le monde, ce qui n'est pas vraiment le cas quand on va sur le terrain. On se rend compte qu'en fait, c'est la maladie qui est au centre et pas le patient, et qu'il n'a pas d'action à mener dans son processus. Oui, là, il est en totale maîtrise. Mais c'est un patient à qui on donne un traitement, qui prend chez lui, là, on risque d'être... Il peut ne pas prendre son traitement. Et du coup, complètement, très très bon point, parce que là, on est sur un service d'onco où je prenais un exemple de chimio, qui est un produit injectable, et tous les traitements Péros amènent une complexité où ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus être dans une logique d'expertise. Si on n'intègre pas le patient dans la conception du traitement, pas dans la conception du médicament, mais dans la conception de son traitement, alors on se rend compte que ça ne marche pas. Je suis vigilant au timing. Oui, très bien. Et donc, en fait, on se rend compte que ce type de sujet sous-tend une évolution des postures professionnelles.
Et moi, j'ai l'impression que le design, à lui tout seul, c'est-à-dire designer un objet ou un service, a rarement la capacité de faire changer la posture des professionnels. Et c'est ce que je disais en introduction, c'est comment on se dote d'outils qui permettent d'accompagner la transition. Alors, vous allez me dire, oui, mais on a dans notre histoire récente des designs de produits et de services qui ont eu un impact majeur sur nos postures. Malheureusement, dans le champ de l'éducation, par exemple, que je connais un peu, j'ai jamais vu du mobilier scolaire innovant faire évoluer les enseignants vers des manières d'envisager différemment leur rôle, leur posture et leur rapport vis-à-vis des jeunes. Et donc oui, un mobilier bien pensé peut accompagner une transformation pédagogique, mais rarement l'inverse. Car le sujet de la transformation de l'école se trouve dans la culture et dans le cœur des hommes. Et donc, ma conviction, c'est que pour faire face à ces sujets complexes dans notre schéma, la solution réside dans l'engagement des personnes, tant dans la compréhension du problème que dans sa résolution. Et c'est probablement là qu'il y a un vrai gap méthodo avec les approches de design, c'est que la plupart du temps, on n'implique pas les gens pour comprendre le problème par eux-mêmes et reprendre du pouvoir sur leur situation. Et donc, c'est pour ça que ça paraît assez intéressant d'hybrider les approches de design centré utilisateur avec des approches d'intelligence collective et de socio des organes. Et à ce titre, nous, on a développé une approche dont on cherche encore le nom, mais la méthode clé commence un peu à s'imposer à nous, qui se décline en 4 temps. Et pour l'illustrer, je vais vous donner un exemple qu'on mène sur la lutte contre le décrochage scolaire avec le CNAM et les apprentis d'Auteuil. Et donc la première étape, c'est de comprendre qu'est-ce qui, dans la culture, conduit le système à répéter les mêmes modes de fonctionnement. Et donc, je suis allé m'immerger dans des établissements scolaires pendant plusieurs semaines. J'ai conduit des dizaines d'entretiens avec des jeunes, des profs, des éducateurs, des familles. J'ai animé des sessions pédagogiques pour arriver à cette image. C'est qu'en fait, la vie peut être vue comme une succession d'étapes avec des marches à franchir. Et des marches plus ou moins hautes, sauf que pour certains jeunes, il y a des marches qui ressemblent à des murs. Alors les jeunes escaladent, parfois ils y arrivent, et puis parfois ils tombent, ce qui va laisser des cicatrices et rendre la marche suivante encore plus infranchissable. Et donc lutter contre le décrochage scolaire, c'est inventer des solutions créatives qui gomment la pente pour leur permettre de gravir les marches sans laisser de cicatrices. Le problème, c'est que tous les jeunes sont différents. Pour l'un, la marche qui fait la taille d'un mur sera l'ennui sur sa chaise, pour l'autre, les violences à la maison. Et donc, c'est pour ça qu'on doit être capable d'adapter nos solutions en fonction des jeunes, et ce, sans limite de créativité. Et alors, quand on demande aux jeunes, c'est quoi ces marches qui ressemblent à des murs, ils nous disent des tas de trucs. La fatigue, les mauvaises notes, les problèmes à la maison, l'ennui, le prof qui crie. Et quand on demande plusieurs fois pourquoi, comme avec Jacqueline en début de session, là, on arrive à des réponses, pour le coup, très similaires. Je suis nul, je n'ai pas de valeur, on ne peut pas m'aimer. Donc c'est vraiment très marrant. Hein. L'ennui, quand on pose 5 fois la question pourquoi, c'est je n'ai pas de valeur. Parce que si je m'ennuie, c'est que je suis nul, si je suis nul, ainsi de suite. Et en fait, c'est important de traiter les symptômes, mais si on ne traite pas la croyance limitante des jeunes sur eux-mêmes qu'ils n'ont pas de valeur, alors il n'y aura pas de changement durable. Et les jeunes qui ont eu la chance d'en faire l'expérience en parlent très bien de ces adultes qui ont su les accompagner à déconstruire cette croyance sur eux. Et ça repose sur la création d'un lien. En psychologie, on parlerait d'une alliance thérapeutique, on parle aussi d'alliance pédagogique à l'école. Et quand on l'aborde de manière sensible avec les jeunes, cette notion d'alliance, il ressort comme centrale la question de la confiance, illustrée par cette histoire qui a probablement changé ma vie. C'était un jeune en CAP Paysagisme Espace Vert, qui avait décroché de l'école en 6e et raccroché à l'école 4 ans plus tard pour faire ce CAP Paysagisme Espace Vert. Et je lui ai posé la question, comme Jacqueline, rebelote. Vous avez compris, l'outil des 5 pourquoi est omniprésent dans notre pratique. Et il me dit, en fait, c'est parce que j'adore être dehors, j'en pouvais plus d'être sur une chaise, mais c'est surtout les grosses machines. Donc je me dis, bon, il doit aimer la mécanique comme tous ces jeunes qui ont vu Fast and Furious et pas tenu une clé à molette de leur vie. Et puis je lui dis pourquoi. Et puis il me dit, monsieur, quand je suis sur le tracteur, je me sens en confiance. Ok. Et qu'est-ce qui fait que tu te sens en confiance sur un tracteur ? Et là, pareil, il réfléchit et me dit, en fait, monsieur, c'est pas le tracteur, c'est qu'ici, on me fait confiance pour conduire une machine à ce prix-là et on ne m'avait jamais fait confiance avant. Et donc, en fait, on voit comment, quand des adultes, quand une institution
donne de la confiance inconditionnelle à un jeune, ça a quelque chose de réparateur par rapport à ses croyances limitantes. Et donc, on s'est dit, comment on est capable d'industrialiser ça, de créer des processus réparateurs à l'école et que, symboliquement, on puisse donner les clés du tracteur aux jeunes et aux adultes. Et donc, on a imaginé un système d'intervention dans les écoles où on va, une fois qu'on a compris ça, que le problème, c'est une question de donner les clés du tracteur, alors on a imaginé un système pour les donner, vraiment. Et donc, on crée des groupes de travail avec des jeunes et des adultes et on les invite à travers la réalisation d'un petit film d'une vingtaine de minutes, qu'on appelle une vidéo participative, à faire une photographie par eux-mêmes de c'est quoi la culture et c'est quoi la racine des problèmes. Et ils le font avec une profondeur et une intelligence qui dépassent l'entendement. Et ils réalisent des schémas qui parlent de c'est quoi le cœur du réacteur. Alors, je vois qu'il me reste plus énormément de temps, donc je ne vais pas vous décrire ça. Et ensuite, ce film, il est projeté en grand collectif à tous les professionnels et les jeunes de l'établissement. Et les gens versent une larme devant le film en disant « On ne nous avait jamais écoutés comme ça ». Et quand les personnes se sentent reconnues, accueillies dans leur spécificité, dans la nature même de leur travail et de leurs difficultés, alors se crée une confiance avec le collectif qui permet de rentrer dans un processus de transformation. Et de la même manière que je vous l'ai décrit avec le projet Nestlé, on va demander au collectif de dire, pareil, là, on a soulevé 20 problématiques, laquelle on adresse en premier pour espérer changer le système. Et les gens savent très très bien ce qu'il faut faire et disent, dans notre établissement, dans notre contexte, il faut qu'on bosse là-dessus. Et une fois qu'ils ont choisi, on le met au travail avec un processus d'innovation comme celui que je vous ai décrit. Et alors, apparaissent des innovations. À La Réunion, on a accompagné un établissement là-bas. La problématique, c'était la question du décrochage des jeunes en entreprise. Ils disaient, on fait un travail merveilleux dans l'établissement, les jeunes reprennent confiance en eux, puis ils arrivent dans un stage en entreprise dans le bâtiment et ils se font casser en 2 jours et ils reviennent à leur vieux démon. Et donc, on a fait travailler des jeunes, des chefs d'entreprise, des enseignants à imaginer une solution pour endiguer ce problème. Et a abouti la création d'un programme qui s'appelle le programme Harmonie, où des gens de l'entreprise, des tuteurs, viennent à l'école, se forment auprès des jeunes sur leur code de communication et ils collaborent ensemble pour créer une innovation managériale implémentée dans l'entreprise et valorisée par un prix de l'innovation managériale à l'île de la Réunion. Par exemple, dans un établissement dans le nord de la France, alors les établissements apprentis d'Auteuil sont des établissements qui accueillent des jeunes majoritairement sortis de la protection de l'enfance qui ont des problématiques structurelles vraiment terribles. Et donc, dans les établissements, il y a énormément de violence et de choses assez glauques. Et donc, ils se sont dit, en fait, on a un vrai enjeu de se coordonner entre adultes pour faire face à une situation complexe. Et donc, typiquement, ils se disent, voilà, on a une jeune qui accuse un adulte de harcèlement. Comment on arrive à traiter ça de manière structurée et lisible? Et donc, ils ont inventé un jeu qui s'appelle Remise à neuf, qui permet d'aligner les adultes qui ont des cultures de travail différentes autour d'une prise en charge commune et cohérente. Et on applique ça aussi dans le champ architectural. Vous avez évoqué que je suis architecte. Et on travaille en ce moment pour le Val d'Oise à l'amélioration architecturale de collèges. Et donc là, en particulier, la problématique qui nous a été donnée de traiter, c'était la question du stress et des violences à la pause méridienne. C'est-à-dire que le moment du déjeuner en collège est le théâtre de potentielles altercations assez violentes. Et on s'est posé la question, en fait, qu'est-ce qui se joue à ce moment-là? Et le vrai sujet qui a émergé, là, vous avez vu le moment où on a reformulé la question, c'est comment améliorer l'expérience d'attente. Parce qu'on a des jeunes qui ont peur de louper leur tour, peur qu'il n'y ait pas assez à manger, dans une espèce d'agitation au moment d'attendre. Et on a testé un peu avec un questionnaire quantitatif nos solutions. Et on voit que quand on repense le design architectural, on peut avoir un impact sur le sentiment d'attente, sur la notion de confort, sur la notion de stress, sur la notion d'ennui. Et alors, vous l'aurez compris, ce qui est transformant pour l'école, ce n'est pas le jeu Remise à neuf ou le programme Harmonie. En fait, c'est d'avoir donné les clés du tracteur à des jeunes et des adultes pour retrouver du pouvoir sur l'organisation de leur vie, de leur école.
Et la conviction que j'ai, c'est que les transformations profondes, des vrais sujets de culture, c'est comme le jardinage. Il faut désherber tous les jours. Et donc, on crée des lieux de jardinage chez nos clients. Et donc ça, par exemple, ça a été co-créé avec un établissement dans le nord de la France. C'est le calendrier annuel de cette salle qu'ils ont appelée la salle du penser et agir ensemble, qui se structure autour, certes, de la méthode, mais d'autres trucs que je ne vous ai pas présentés. Et ces lieux, en fait, c'est des lieux symboliques où on va résoudre des problèmes complexes différemment. Et on les a structurés autour de 3 axes, créés par une ancienne collègue, Véronique Hélène, que sont People. On va former des gens à pouvoir conduire le processus sans nous après notre départ. On va créer des lieux symboliques où on va collaborer, coopérer d'une manière différente. Et on va les structurer autour d'un processus où là, on est en train de tout digitaliser pour que les jeunes soient capables, en fait, avec des fiches outils bourrés de schémas et de vidéos, d'animer des processus de résolution de problèmes sans nous. Et donc, par exemple… Oui, vas-y, continue. J'ai fini. Ah, okay. Non, oui, je me posais exactement cette question, comment après, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des actions qui sont menées, et après, comment vous faites pour faire en sorte que vos clients soient autonomes pour que ce process il continue à vivre. C'est vrai que ce n'est pas forcément évident parce que ça peut être cet espace de partage. Par exemple, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour faire en sorte de le faire vivre, de communiquer dessus. Complètement. Et du coup, ce serait quels sont les profils des personnes au sein d'une structure qui vont s'occuper de ça? Est-ce qu'il y a une équipe en particulier, des services? En fonction de nos clients. Donc là, par exemple, dans les écoles, on a structuré ça autour de 3 profils. On a les référents Penser Agir Ensemble, qui sont des référents nationaux pour Apprentis d'Auteuil. On a les référents Conduite du Changement, qui sont des référents régionaux. Et dans les établissements, des référents pédagogiques. On a travaillé pour des gros industriels. Souvent, on s'appuie sur les ingénieurs qualité qui ont une bonne compréhension des mécanismes humains, même si assez centré lean management et optimisation. Donc, on a un enjeu de les accompagner à faire un pas de côté, mais c'est souvent des bons relais pour ce type d'approche. Okay. Je vois qu'il est 53, j'avais une petite vidéo avec les jeunes, et du coup, soit c'est les questions. Ok, qu'est-ce qu'on se dit? Regardons cette vidéo avec les jeunes et puis après on passe aux questions. Là, il témoigne du fonctionnement de cette salle du Penser Agir Ensemble après notre départ, en sachant que maintenant, ils traitent des sujets sans nous. Donc, par exemple, ils ont traité un sujet là, dans ce collège dans le nord de la France sur la réduction de consommation énergétique du bâtiment. Et il y a des solutions mais complètement géniales qui commencent à émerger par eux-mêmes. Derrière ces questions problématiques, l'idée c'était vraiment aussi de s'approprier une nouvelle méthode de travail en équipe. Et donc ça, c'était des éléments pour moi qui permettaient justement de travailler la collaboration entre professionnels. La salle du Penser Agir Ensemble, c'est un lieu sécurisant pour les éducateurs, les enseignants, enfin tous les professionnels du collège, et aussi pour les jeunes, qui permet en fait d'essayer d'étudier une problématique ensemble. C'est important parce qu'aujourd'hui, il y a besoin d'un lieu neutre, accueillant, sécurisant. Il y a besoin d'un lieu qui est défini pour créer du projet, faire de la créativité, penser ensemble. On a commencé à faire des groupes et là, je me disais que j'allais pas réussir parce que souvent, j'y arrive pas et là, j'ai bien réussi parce que je me sentais à l'aise. Donner les entretiens, ça m'a fait plaisir. On dirait que je suis un grand garçon et que je passe tout. Je crois le fait de travailler mélangé avec des adultes, parce qu'on fait des projets de groupe ici, mais on est que entre élèves et c'est totalement différent. Je trouve que c'est mieux de mélanger avec des adultes. Après notre enseignant et les jours qui viennent, on commence à avoir une relation de confiance et avoir une relation de confiance qui est quand même un peu la chose la plus importante pour moi. Je sais que je peux faire confiance, même si on est petit ou grand, il n'y a aucune différence. On peut parler, on a le même poids de parole et on peut donner beaucoup d'idées qu'on peut après rebondir dessus du coup. Avec les élèves, je trouve qu'on a créé une relation. C'était pas que entre adultes, on avait vraiment leur avis. On aime bien faire des projets où on a l'impression qu'on est un adulte alors qu'on est un enfant du coup.
J'ai envie de montrer une belle image de moi. Donc du coup, je réfléchis à ce que je vais dire. Pas faire comme en cours, parce que même en cours, il faut que je montre. Mais je vais dire ici, je dialecte plus mes phrases. Parce que je travaille avec des adultes. Donc je veux faire l'adulte du coup. Le design thinking, pourquoi pas dans le... Alors nous, on est un peu en classe flexible, etc. On essaie de faire ça en 6e, mais de l'importer dans toutes les classes, ça serait bien. C'est une formation pour les enseignants, pour qu'ils deviennent, on va dire, flexibles dans leurs apprentissages avec les élèves. Je prends en compte les pratiques et les missions des autres beaucoup plus quand je ressors de ces semaines-là. Enfin, moi, c'est vraiment une plus-value pour moi d'avoir appris ces techniques d'entretien parce que je pense que tu peux vraiment les réutiliser. Ça représente pour moi du bonheur, genre bonne entente et on en ressort avec les mains pleines, genre de connaissances. On sait s'amuser, mais on sait aussi travailler en même temps que rigoler. Et je trouve qu'il ne faut pas gâcher ce moment-là, quoi. Pour moi, c'est comme un grand souvenir que je vais mettre au coin de ma tête. Parce que voilà, ça fait plaisir de le faire, surtout avec vous. Parce qu'il y a une bonne entente dans le groupe. Moi, ce qui me marque le plus, finalement, avec ces 3 ans passés avec ACT et au Collège Saint-Jacques, c'est la capacité qu'a le processus à transformer les enseignants, les éducateurs, les jeunes, à travers un sprint design thinking sur plusieurs jours ensemble. J'ai été assez bluffée par de la maturité et par le fait que progressivement ils étaient à l'aise. J'en ai vu certains se transformer. Tout n'est pas forcément obligé d'être nouveau. L'important c'est que ça transforme. C'est pas des recettes, c'est de la méthode pour ensuite s'approprier les choses et avancer seul. Là, on n'a pas des recettes. C'est bien ce processus qui permet de transformer en fait, et de trouver de la cohésion, cette cohésion qui manquait un petit peu au départ. Et de créer ce mouvement en fait, de transformation de l'établissement, au-delà de trouver le bon prototype au bon moment pour résoudre la problématique. Une recette et une méthode. Je ne suis pas garant de ce que dit la personne à la caméra. Hein. Non mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose... Une méthode peut laisser une forme d'ouverture. Ouais. Tandis qu'une recette, il faut suivre un peu avec les ingrédients de la recette, des projets dont tu parlais avec Nestlé. Il y a quelque chose aussi où on a l'impression qu'il faut laisser une forme d'ouverture pour pouvoir aussi embarquer les gens pour qu'ils se l'approprient aussi. Complètement. Et c'est tout cet enjeu de laisser quelque chose d'assez structuré pour apporter de la sécurité au collectif, mais quand même où il y a un espace d'appropriation pour qu'ils puissent en sortir, quoi. Mais c'est vrai que l'analogie avec la recette de cuisine, on s'en sert souvent. Ça marche. Merci beaucoup Benoît. On va prendre les questions maintenant du public. Voilà, il y a un micro, donc Clément peut vous le passer. Je ne sais pas si ça peut faire écho par rapport à des projets que vous avez à AgroParisTech. N'hésitez pas. Est-ce que vous faites déjà vous questionnez les utilisateurs? Vous le faites dans vos projets? Vous êtes amené à le faire, ok. C'est vrai que c'est un élément, je pense, qui n'est pas évident. Parce que là, toi, tu as des clients qui ont des moyens aussi pour aller avec des utilisateurs qu'il faut aller chercher. Certains sont tout de suite disponibles. C'est une vraie problématique, je pense, qu'il peut y avoir quand on est porteur de projet pour aller questionner. Alors, je sais qu'au début, quand on est étudiant, on va questionner ses proches, c'est déjà ses camarades, ensuite ses proches, et puis après, il faut aller chercher des vrais utilisateurs. Est-ce qu'il y a des moyens Ce sont des vrais utilisateurs, la plupart du temps. Ça dépend de la problématique qu'on traite, mais pour avoir accompagné beaucoup de projets étudiants, je me rends compte que la limite, elle n'est pas tant dans le recrutement que dans l'appréhension à se confronter à l'autre. Et potentiellement que ça arrive à un moment du projet où on a déjà des idées, des concepts, et que c'est dans la nature humaine de tomber amoureux de ces idées, et que la parole de l'autre peut potentiellement challenger ça. Et donc, moi je pense qu'on arrive à lever ces freins-là en offrant des outils et de la formation sur comment conduire des entretiens dirigés, semi-dirigés ou autres. Et puis de l'inviter au tout début du processus pour être sûr de ne pas se confronter à cette friction entre j'ai déjà un projet, je ne vais pas aller le remettre en question alors qu'il me reste que 3 mois ou 3 semaines pour rendre, quoi. Oui, Clément, si tu peux prendre le micro. Juste pour rebondir, vous parliez d'outils du coup pour mener à bien les entretiens.
Quels sont ces outils? Quelles sont les plateformes sur lesquelles que vous utilisez pour faire ces entretiens? Est-ce que c'est numérique, forcément en réel? Comment vous notez les choses? Comment vous les traitez derrière pour faire les graphiques qu'on a vus dans votre présentation? Alors, du coup, dans la présentation, je vous en ai insidieusement présenté plusieurs. Un des premiers outils, c'est le 5 pourquoi que je vous ai radoté au moins 3 fois. Un autre outil, c'est Raconte-moi une histoire avec l'histoire du quinoa. Un autre outil, c'est celui de la courbe d'expérience. Il en existe des outils de la recherche ethnographique. IDEO, qui est l'agence de design américaine qui a théorisé le design thinking, a un petit jeu de cartes très bien fait qui recense à peu près 80 outils. Et donc, la question dans ces approches de comprendre quel est le besoin profond qui va se cacher derrière un sentiment, une émotion, est essentielle. Et donc, le physique, l'entretien physique est vraiment par nature beaucoup plus intéressant parce qu'on capte beaucoup mieux la métacommunication. Et puis, comme je l'évoquais, confronter ce que les gens disent avec ce que les gens font, ça nous amène une quantité d'informations complémentaires qui est vraiment énorme. Donc, on fait des entretiens en visio, mais on essaie de privilégier le physique parce que la quantité d'informations est 1000 fois supérieure. Ensuite, sur le traitement de la donnée, anciennement, moi quand j'ai commencé il y a 10 ans, en fait, c'était les entretiens, on prenait toutes les notes à la main et puis on enregistrait, puis on retranscrivait à la main. Aujourd'hui, il y a des outils d'aide à la synthèse. Déjà, en fait, il n'y a plus besoin de retranscrire à la main parce qu'en fait, ça peut être retranscrit par une IA. Et ensuite, on peut faire de l'analyse par nuage de mots sur 50 entretiens qualitatifs retranscrits par l'IA et voir des patterns émerger. Donc ça, c'est hyper intéressant. Néanmoins, dans l'entretien, la manière de conduire l'entretien, il reste une place hyper importante à l'intuition. En fait, dans un entretien semi-dirigé, il y a un moment, la personne, elle entrouvre une porte. Soit on décide de suivre son guide d'entretien, j'ai envie de dire bêtement, soit on saisit la perche qui nous est donnée à ce moment-là et de tirer un fil. Et cette compréhension fine de l'autre et de l'opportunité qui est naissante dans l'échange, c'est très difficile à remplacer pour l'instant. Et je vous donne un exemple concret, comment on fait dialoguer des approches quantitatives avec des approches quali. On avait travaillé pour Citeo avec Ipsos sur l'amélioration du tri des déchets carton. Et on est allé sur le terrain et on a découvert un truc complètement surprenant, c'est que chez tous les utilisateurs chez qui on allait, les gens conservaient, même dans des appartements de 16 mètres carrés à Paris, des cartons pliés à plat pour renvoyer des colis sur Vinted ou sur Le Bon Coin. Et qu'en fait, un carton qui est réemployé, ne serait-ce que 2-3 fois, en termes d'impact, d'analyse d'impact, c'est beaucoup plus intéressant. Et donc on s'est dit, waouh, il y a une piste. Et après, avec Ipsos, on a posé cette question en quantitatif à un échantillon représentatif de 10 000 personnes. On n'aurait jamais pensé à poser cette question. Combien de cartons gardez-vous chez vous? En fait, ça ne nous aurait pas du tout traversé l'esprit. Et donc ça, c'est aussi un exemple de comment aller sur le terrain permet de découvrir des choses mais complètement improbables qui ensuite peuvent se vérifier par des approches plus quantitatives. Donc faut pas être trop intrusif. Il faut dire que quand tu mènes aussi, quand tu rencontres quelqu'un, il y a toute une posture, une approche, une forme de bienveillance aussi, j'imagine. Complètement. Ouverture, bienveillance, pour qu'ensuite la personne soit en confiance, que ça revenait souvent, ça, la confiance. Je pense qu'on a tous besoin de ça, pour aussi s'ouvrir, quoi. Et je pense que c'est des éléments clés, en tout cas, pour mener à bien des études qui prennent en compte l'humain. Ouais. Et d'ailleurs, la question était, c'est quoi les outils? Ce que tu décris là, c'est un outil qui est très bien théorisé, qui s'appelle la courbe de conversation. Et c'est comment on arrive à créer les conditions, mais en fait, ça prend 20 minutes dans un entretien de créer les conditions favorables à ce qu'une personne vous livre les émotions qui vont vous permettre de comprendre quel est le besoin qui se cache derrière. Et le moment clé de bascule, c'est la question du consentement. Et moi, souvent dans un entretien, on fait connaissance, on crée du lien. C'est pas possible de créer du lien avec quelqu'un de manière directive. C'est-à-dire que si moi, j'ouvre pas mon cœur, la personne en face d'elle, en face de moi, peut pas l'ouvrir non plus. Et donc, il y a déjà ce temps-là. Et puis, il y a un moment, je donne un exemple très concret, par exemple l'histoire du jeune sur son tracteur. Et je dis, dans l'entretien, je vais vous poser en permanence la question pourquoi. Ce n'est pas pour vous piéger, ce n'est pas pour vous bloquer, mais c'est pour comprendre qu'est-ce qui se joue profondément pour vous. C'est OK qu'on fasse comme ça?
La personne dit oui, bah, du coup, banco, on peut y aller. Mais dans cette approche de consentement, dans l'entretien, c'est tout autant pour protéger votre interlocuteur que vous protégez vous-même. C'est-à-dire que souvent, ce qui bloque dans l'apprentissage des outils de recherche qualitative, c'est « Ah non, mais je ne veux pas être intrusif, donc je n'ai pas osé poser la question ». Et quand la personne nous a dit bah, « Vas-y, banco, pose toutes les questions que tu veux », en tant qu'intervieweur, ça nous sécurise et ça nous permet d'aller beaucoup plus en profondeur, quoi. Très intéressant. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions pour terminer? Il suffit de lever la main. Non? Bon, je pense pas là. Merci beaucoup, en tout cas, Benoît, pour cette conférence. C'était vraiment très clair. Oui? Ah, il y a des questions en ligne, pardon. Alors, combien de temps pour l'expérimentation globale entre le démarrage du projet et les rendus pour Nestlé? Alors, c'était un projet étudiant qui était rythmé du coup, sur le calendrier universitaire, donc c'était 9 mois. Et après, il y a eu une extension de projet qui a pris, à mon avis, aussi 9 mois de mémoire, mais qui était soumise à la temporalité du client, du lien avec Carrefour et ainsi de suite. Mais ça peut être, des fois, on a des projets qui ont un impact pas possible contenu en 3-4 mois, quoi. On a une autre question. Dans les organisations hiérarchiques, il est difficile de laisser les clés du tracteur. Quels seraient les meilleurs arguments pour convaincre? Alors, effectivement, là, on s'appuie sur un outil développé par une collègue d'Eric Berne en analyse transactionnelle qui s'appelle le contrat triangulaire de Fanita English. En fait, il y a 3 parties prenantes dans un sujet de transformation dans une organisation. Il y a l'équipe d'intervenants, ACT, l'équipe de travail avec les jeunes, les adultes ou bien les ouvriers dans une usine, et puis il y a le commanditaire. Le premier lien de confiance qu'il faut solidifier, c'est le lien entre l'équipe alors d'abord entre l'équipe d'intervenants et le client, mais si vous a embauché, c'est que par nature, il y a un lien de confiance. Si ce n'est que dans des sujets de transformation, on peut être instrumentalisé pour être le bouc émissaire de « Ah bah de toute façon, on a tout essayé, ça ne marche pas ». Et donc, c'est de s'assurer qu'on n'est pas en train de se faire piéger en tant qu'intervenant. Et ensuite, il y a un lien de confiance à solidifier avec l'équipe projet, les salariés ou les parties prenantes du sujet. Et la troisième facette du triangle, qui est souvent la plus oubliée du truc, de l'équation, c'est comment on crée un lien de confiance entre les salariés et la direction. Et là, c'est à travers un processus qui, des fois, prend tout le temps du projet de jouer carte sur table. Et donc, par exemple, dans un processus de concertation citoyenne, le pire du pire, c'est les gens s'investissent comme des dingues et puis à la fin, on sable le projet parce que le mécanisme de décision finale n'avait pas été exposé avec clarté. Hashtag la Convention citoyenne pour le climat. Dans nos interventions, nous, on invite les deux parties à s'exprimer avec beaucoup de transparence. Et on va dire, vous, monsieur le directeur, si vous pensez qu'à la fin, de toute façon, c'est vous qui prenez la décision, dites-le. Et en fait, la personne s'exprime sur ses intentions et comment les choses vont être faites. Et donc, il n'y a pas de dissonance cognitive. Et on peut quand même mener un projet où il dit, en fait, moi je suis d'accord que vous travaillez là-dessus, voilà les règles du jeu, mais il n'y a rien de pire pour commencer un projet ou le terminer quand les règles n'ont pas été explicitées. Et on se rend compte dans nos projets que progressivement, la confiance se tisse et que la personne en poste de direction se rend compte de la valeur des idées, que les gens ne sont pas complètement inconscients, en fait, que les gens, la plupart du temps, ils ne se réveillent pas pour faire couler l'entreprise. Les gens... même s'ils sont des fois révoltés, en fait, aiment l'entreprise, aiment ce qu'ils font et veulent le porter à bien. Et du coup, progressivement, en communiquant sur cette troisième facette du triangle, on arrive à recréer des liens de confiance qui permettent en réalité d'aboutir à donner les clés du tracteur. Mais le pire du pire, ce serait en tant que consultant de faire ça en soum-soum, quoi. On a une autre question aussi. Est-ce que vous avez des exemples d'application de cette méthode pour être appliquée dans l'enseignement supérieur? Alors ça dépend à quel niveau on se place. C'est-à-dire que dans l'enseignement supérieur est enseigné ce type d'approche, notamment aux ponts et chaussées, à l'ENSI ou à l'INSP où j'enseigne aussi. La question c'est comment appliquer ce type d'approche pour accompagner une transformation culturelle de l'enseignement supérieur. C'est, à mon sens, ça passe par ce temps dans mon schéma là, de rendre visible l'invisible.
pour comprendre en fait quelles sont les règles dans la culture qui freinent le système dans son changement, c'est-à-dire ici, et de mettre en place une stratégie d'intervention en symétrie avec la nature du problème. Là, on avait un vrai problème de pouvoir d'agir, donc on est venu décliner une approche qui a vocation à renforcer le pouvoir d'agir. Si ça se trouve, je vous dis une bêtise, hein, ça dépend dans quelle institution on intervient, mais potentiellement, on va dire qu'il y a quelque chose autour du rapport à la connaissance, au savoir, dans un monde qui se transforme profondément, où il y a des études qui montrent que les étudiants apprennent plus à l'extérieur de l'université que dans l'université. Et donc là, on sait qu'on va avoir des règles invisibles sous-jacentes autour du rapport au savoir et de l'autorité. Donc il faudra que notre processus, en symétrie des attentions, vienne aborder cette question-là. Eh bien, merci Benoît. S'il n'y a plus d'autres questions. Ah, il y a une question. On ne va pas réussir à finir cette conférence. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'intervenir dans un groupe d'humains particulier dans lequel il y a parfois, les jeunes gens qui sont là ne sont peut-être pas encore tout à fait conscients, mais des tensions extrêmement fortes, des enjeux à long terme, je pense aux copropriétés. Ah oui. Alors j'essaye de réfléchir à c'est quoi les paramètres précis d'une copropriété. Alors oui, on intervient dans un sujet assez intéressant pour un bailleur qui s'appelle ICAD et qui, dans un de ses parcs d'activités dans les nord de Paris, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Aubervilliers, il y a le quartier des grossistes asiatiques et où ils ont un problème endémique de gestion des déchets. C'est-à-dire qu'en fait, soir et matin, il y a 20 camions bennes de 30 tonnes qui passent. Et vraiment, hein, on parle de montagnes de déchets, soir et matin, apportés certes par les personnes du site, mais aussi par des externes. Et donc, on est vraiment sur une problématique systémique. Et je prends cet exemple parce que quand on intervient dans une usine, tout le monde est uni par un contrat de travail, potentiellement sort de la même école, et ainsi de suite. Et là, on intervient dans un quartier. On est sur ce qu'on appelle un collectif diffus. La seule chose qui les unit entre eux, c'est un contrat de location avec un bailleur, mais il n'y a pas d'instance, il n'y a pas de temps symbolique, il n'y a pas de temps qui les connecte. Et donc ça, c'est typiquement aussi un sujet sur lequel on travaille. Et c'est vrai que notre ambition, c'est, on se rend compte qu'on y va marche par marche. Plus on se dirige vers des sujets sur ce qui unit les gens est flou et pas périmétré, plus on a un enjeu dans le processus à recréer du lien et à amener une conscience collective de ce qui se joue pour eux. Voilà. Bon, la question était est-ce qu'on a déjà eu ce genre de sujet? La réponse est oui. Je ne décline pas la méthode, du coup ça... Mais j'aimerais bien travailler dans une copropriété parce que ça doit être bien. En plus, il y a dans ce genre de sujet, on a le rapport à l'argent. On a des gens qui ont un logement principal et des gens qui ont un investissement locatif qui impacte, à mon sens, directement sur la manière dont on envisage la question de l'investissement et de la gestion. Et donc, Ah, il y a un terrain d'expérimentation potentiel. Donc, avec plaisir. Bah, bien sûr, ça nous fera une référence, c'est ça. Oui, parce qu'il faut dire que voilà, Benoît est un professionnel qui a une agence qui doit tourner quand même. Donc voilà, et toute cette expertise, voilà, ça bien sûr, c'est précieux. Et puis merci aussi d'avoir partagé tous ces éléments. Et je pense que ça nous a donné tous, moi personnellement, vraiment des éléments importants. Même d'aborder dans la gestion de projet comment effectivement on embarque des personnes dans un projet, donc être plus à l'écoute, ouvrir son cœur, j'ai bien compris, donner confiance, et puis ensuite il y a la partie donc projet, et puis comment on termine un projet, bien le terminer, c'est aussi des aspects qui sont bien souvent oubliés et qu'il faut mettre en place. Merci Benoît, à une prochaine fois. Je vous dis à très bientôt. Merci bien sûr au public d'avoir été présent pour votre écoute. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine conférence du Design Spot. Au revoir.